Donc, bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais, nous allons passer une heure ensemble. Donc, nous terminerons à 15h30 très précisément autour de la question que vous voyez là-haut, là derrière nous, qui est faudra-t-il renégocier les contrats 2020 dès la fin du confinement? On va passer un petit peu de temps autour de cette présentation que nous, on a articulée sur 3 questions qu'on verra tout à l'heure. Auparavant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on ait un petit peu de temps pour se présenter, puisque on connaît un certain nombre de participants, de personnes inscrites, puis d'autres moins, ou d'autres ne nous connaissent pas. Donc, on va prendre un petit temps pour se présenter. Est-ce que tu veux commencer, Nicolas? Oui, tout à fait. Merci Philippe. Nicolas Gentil, je suis avocat et vraiment le sujet qui m'anime, c'est la relation contractuelle. Alors, ça tombe bien par rapport au sujet. La relation contractuelle, plutôt complexe, hein, c'est-à-dire effectivement, c'est les relations contractuelles qui s'inscrivent dans un système. Et parmi ces relations contractuelles, moi j'ai un focus particulier, mais pas seulement, sur les relations fournisseurs-distributeurs. Euh, Dans mon activité d'avocat, j'ai en fait trois activités. Une activité d'accompagnement. Donc, j'accompagne les clients sur des contrats, préparation, exécution, rupture, etc. Une activité de formation que je fais beaucoup avec Philippe, en fait, de nombreuses formations en binôme. Et puis également, une activité que je pourrais qualifier de R&D, un peu pour réfléchir à l'anticiper et à anticiper un peu les modifications qui peuvent intervenir dans ces métiers de l'accompagnement, dont le métier d'avocat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma structure il y a maintenant quelques mois, puisque c'était en septembre dernier, et je suis accompagné dans cette aventure par 3 personnes, dont 2 sont avec nous, Anthony Bourgerie, Jessica Ramon et Isabelle Manouvrier. Philippe? Ben, bienvenue donc aux 2 qui sont aussi avec toi. Le cabinet est venu en force, c'est superbe. Donc, moi, je m'appelle Philippe Duvaucel, je suis consultant. Alors, consultant, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, j'exerce 3 types d'activités. Je suis coach professionnel. Donc, j'accompagne des cadres et dirigeants dans leurs problématiques particulières, souvent en termes de management, mais aussi d'organisation. Avec cette posture de coach aussi, j'accompagne des équipes, voire des très, très grandes équipes, notamment sur des problématiques de dynamique collective. Quand on va collaborer ensemble pour mobiliser une entreprise dans son entièreté, par exemple une organisation, ou autour d'un projet qui pourrait être partagé dans une communauté. Un autre de mes métiers, c'est celui de conseil en organisation et en stratégie, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une organisation puisse se mettre en mouvement, car le mouvement est primordial et on le voit bien dans ces temps de confinement où nos mouvements sont réduits, à quel point le mouvement est important. Comment mettre une organisation en mouvement dans une direction qu'on va appeler un plan stratégique. Et puis mon troisième métier, c'est un métier de formateur. Et là, en formation, je travaille essentiellement sur tout ce qui touche au management, au leadership et à la négociation, parce que c'est une des points de compétences sur lesquels que nous partageons avec Nicolas, sur lesquels nous intervenons ensemble, et notamment sur ces sujets de l'utilisation du cadre réglementaire dans les négociations entre clients et fournisseurs, entre partenaires du coup, avec une particularité, c'est qu'on en parlera un peu plus tard. Moi, je suis spécialisé dans la mise en œuvre des stratégies de négociation dites intégratives, donc qui sont plutôt destinées à des partenaires sociaux ou économiques qui ont vocation à inscrire leurs relations dans la durée en créant de la valeur et en partageant ce qui finalement compose leur essence et leurs intérêts dans les négociations. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà. Et puis par ailleurs, j'ai une expérience opérationnelle d'une vingtaine d'années dans le monde industriel et dans la distribution alimentaire, parce que j'ai travaillé une dizaine d'années à Carrefour, à la direction exécutive notamment, et puis ensuite dans des groupes industriels, direction commerciale, marketing et direction générale. Voilà. Donc notre webinar, peut-être qu'on peut lui donner un sens, Nicolas. Pourquoi on a eu l'idée de cette question, de ce webinar? Mais en fait, j'essaie de me mettre du même côté que toi. Euh, En fait, on a vraiment vu 2 phases dans cette période difficile, hein, cette période de confinement que l'on subit tous. La première phase a été vraiment une phase de traitement d'urgence, hein. Les entreprises se sont concentrées sur les éléments vitaux de l'entreprise
et le besoin de sécuriser ce qu'on devait sécuriser, ce qu'on pouvait sécuriser. Certains, ça va être des fermetures, d'autres, des productions en période de crise, etc., etc. Et on a vu assez rapidement, mais quand même au bout de 10-15 jours, commencer à venir un certain nombre de questions autour de, bon, c'est bon, on essaye de faire au mieux, mais malgré tout, il y a un pendant la crise, mais il y a un après la crise, et est-ce qu'il ne faut pas commencer à y réfléchir? Et c'est là où on a vu ces questions émerger autour de finalement de la gestion de mes relations contractuelles. On va avoir l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, la question qu'on se pose, c'est que les contrats, ils continuent d'exister. Et comment finalement je dois travailler par rapport à ça? Est-ce que la crise a fait voler tout ça en éclats? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça n'est pas du tout le cas? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Pas des modifications. Voilà. Et donc, ça nous a paru utile voilà, de se pencher sur ce sujet-là à ce moment-là. Donc, avant de se pencher sur le cœur du sujet, on va juste vous partager avec vous quelques petits éléments de fonctionnement. Donc, on vous l'a dit, on termine à 15h30. Quand on a fait la répétition avec Nicolas, il se trouve en une demi-heure, on avait fini ce qu'on avait à dire. C'était formidable. Donc, il y aura normalement beaucoup de temps d'interaction. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'habitude, quand on répète, on met une demi-heure, puis finalement, quand on s'y met, on complète assez facilement l'heure. Mais on va vraiment essayer de laisser la place le plus possible à l'interaction. Et pour ça, on va vous recommander, et certains l'ont déjà fait, d'utiliser un bouton de commande que vous avez sur Zoom qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Et donc, vous avez la possibilité, en mobilisant ce petit picto et ce petit bouton, de poser directement les questions que vous souhaitez poser. On a eu quelques-uns d'entre vous qui nous ont déjà posé quelques petites questions opérationnelles. Et puis, du coup, voilà, on va traiter au fur et à mesure et on s'efforcera de laisser la place à cette interactivité tout au cours de notre heure. Donc, on vous propose de commencer tout de suite par le premier élément, là, finalement, autour de cette question, le premier élément qui nous a paru intéressant, qui est donc, il y a en tout cas, on n'a même pas mis sous forme de question, il y a un bilan à réaliser suite aux 4 semaines que nous venons de passer. Nous estimons qu'il y a vraiment un bilan à réaliser. Et là, pour nous, le bilan, en fait, il est sur différents plans. Voilà. Il nous paraît important, passer la période d'urgence que nous avons tous vécue, avec laquelle on a tous géré comme on pouvait, avec la flexibilité, l'agilité dont on pouvait disposer. On a essayé de se mettre en ordre de route, nos organisations, nous-mêmes, en tant que personnes, nos collaborateurs, nos collègues, nos clients et partenaires. Voilà, chacun d'entre nous, chacune des organisations a essayé de se mettre en ordre avec un cadre, une structure qui a finalement volé en éclats. La structure que nous connaissions a volé en éclats ces contraintes réglementaires, ces indications que nous ont données notre gouvernement, puis d'autres gouvernements ailleurs pour ceux qui étaient évidemment dépendants de pays étrangers. On se rend compte à quel point nous participons et nous sommes immergés dans un système qui est beaucoup plus global que ce que nous imaginions. Donc, toutes ces structures-là qui modélisaient notre organisation et qui nous permettaient de rester dans une forme de routine confortable et rassurante, quelque part, tout ça a volé en éclats en quelques jours, en quelques heures pour certains. Et il a fallu s'ajuster avec une très, très grande rapidité. Voilà. Donc, on a bien senti, nous, je pense que vous l'avez tous vécu, le niveau d'urgence tout d'un coup et de priorisation qui s'est révélé chez nos concitoyens. Et on a donc dû se réajuster. Ça fait maintenant 4 semaines. Et puis, un point important, c'est que l'allocution du président de la République a donné un point de futur. On ne dit pas là qu'il va être respecté, mais le simple fait d'avoir une perspective et une date du 11 mai pour une hypothétique sortie, on ne sait pas encore sous quelle forme du confinement, déjà, ça change la donne. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est plus en capacité de se
projeter vers un avenir possible, en tout cas un peu plus construit. Voilà. Donc, c'est pour nous le bon moment de faire un bilan voilà, en ce moment et puis dans la semaine à venir, dans les jours à venir, pour vraiment se dire ouais, où on en est finalement après ce choc du confinement, où est-ce qu'on en est dans notre organisation, où on en est dans nos relations avec nos partenaires. Je parle bien de partenaires, c'est-à-dire tous nos partenaires. C'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires financiers, où on en est, où ils en sont eux dans leur organisation, dans leur réorganisation, dans leurs ajustements. Quels sont les impacts qu'a eu ces 4 semaines-là de confinement sur leur propre organisation, sur leur business? Ça, c'est extrêmement important. On a besoin de faire ce point, même si on a été très centré sur nous-mêmes, sur nos propres problématiques pendant ces quelques semaines. Il faut véritablement, si ce n'est pas déjà fait, s'ouvrir à l'extérieur pour partager avec nos partenaires, pour essayer de faire un bilan global. L'idée, c'est vraiment de faire un bilan à 360. Voilà. Comment ça se passe dans mon univers, dans mon système, avoir vraiment une vision systémique de notre organisation. Donc ça, c'est un premier bilan. Et ensuite, il est important de faire un bilan sur ce qui se passe chez nous, mais un vrai bilan, pas simplement avec des chiffres. C'est regarder comment ça se passe d'un point de vue systémique, encore une fois, dans notre organisation. Quelles sont les modalités fonctionnelles, organisationnelles qui se sont mises en place de manière consciente ou inconsciente, décidée ou instinctive, plutôt réactive ou au contraire avec une vraie proactivité, une vraie pensée long terme. Et donc avoir cette capacité à faire un bilan sur notre organisation en termes de finances, de ressources, où est-ce qu'on en est dans nos ressources, quelles sont les inquiétudes qu'on pourrait légitimement avoir sur les moyens de l'entreprise de fonctionner, de continuer à fonctionner comme ça, en termes de production, de logistique, enfin bref, tous les éléments qui sont importants. Et surtout, et là j'attire vraiment votre attention là-dessus, un bilan sur les ressources humaines. Un bilan sur où en sont les hommes et les femmes qui composent votre organisation et qui œuvrent dans les organisations de vos partenaires. Ça, c'est vital parce que la reprise ne viendra pas, et ça, je pense que c'est vraiment une conviction, la reprise ne viendra pas de la remise en route de processus et d'organisations qui existaient avant. Elle reviendra de la remise en route d'une vraie collaboration, coopération, un vrai engagement des ressources humaines. Et ça va être déterminant pour les organisations et les entreprises lorsqu'on va pouvoir revenir à une forme de normalité, entre guillemets. Voilà. Donc, faire un bilan de où vous en êtes dans votre organisation en termes de ressources humaines, c'est vital parce que c'est de là, plus que de ressources financières ou plus que d'autres ressources, que viendront les solutions pour votre organisation. Et puis, le dernier bilan, si j'ose dire, mais pas des moindres à réaliser, c'est l'examen des contrats. Où vous en êtes dans vos contrats, dans toute la formalisation contractuelle de vos relations avec vos partenaires. Donc, l'examen des contrats, on va dire pour la plupart des commerciaux ou des organisations, c'est avec nos clients, parce que c'est d'eux que viennent en grande partie les ressources, d'accord? Mais on a bien touché du doigt que pour pouvoir œuvrer de manière satisfaisante avec nos clients, il faut aussi que les relations avec nos fournisseurs et autres partenaires, logisticiens, etc., ou partenaires externes, soient aussi en bon état, parce que sinon, on ne peut pas produire des choses quand on n'a pas les matières premières minimales. Donc ça, tout le monde a pu examiner ça. Donc, où est-ce qu'on en est dans nos contrats? Et c'est là où ça va être intéressant de voir, finalement, qu'est-ce qu'on a formalisé de relations qu'on doit entretenir avec nos partenaires. Et quand on parle de contrat, je ne pense pas simplement qu'au contrat qu'on a signé, par exemple, avant le 1er mars, pour ceux qui sont dans le domaine de la distribution, mais aussi de toutes les conditions d'application de ces contrats. Donc, en fait, de toute la formalisation qu'on a pu réaliser, souvent en cours des négociations, à travers nos échanges, les mails que nous avons eus, avec lesquels nous avons pu confirmer les conditions d'application des clauses des contrats. Et donc, à l'examen des contrats, ça va nous permettre d'avoir une idée vraiment précise de où on en est aujourd'hui dans notre situation, où en sont nos partenaires, comment on peut se projeter vers l'avenir et où on en est d'un point de vue purement contractuel, formalisé. Et donc, on va pouvoir déjà constater un certain nombre d'écarts, en tout cas de questions. Et là va se poser du coup la question des conditions juridiques
liées à d'éventuelles renégociations. Et la question des conditions juridiques liées à une éventuelle renégociation, c'est le sujet de Nicolas. Voilà. Est-ce que je suis passé sur le bon fond d'écran, Philippe? Mais oui, je te félicite. Tu as vu un peu. Maîtrise de l'outil extraordinaire. Merci. Merci à toi pour cette œuvre de création. Euh, alors, effectivement, le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, et on y reviendra sans doute à travers vos questions, parce qu'il y en a déjà un certain nombre, quelles sont les conditions juridiques liées à une éventuelle renégociation? Alors, il y a déjà un point que on voulait partager avec vous. Il y a peut-être le sentiment qui a été un peu, comment dire, diffusé également par les médias, l'idée qu'on serait finalement dans une sorte de état de, un peu état de non-droit. C'est-à-dire la crise aurait fait voler en éclats, comme je le disais tout à l'heure, les contrats, les réglementations qu'on ne peut plus appliquer. J'avais une discussion ce matin avec pas mal de chefs d'entreprise et on voyait bien qu'il y avait tout un tas de réglementations, notamment des réglementations qui devaient entrer en vigueur maintenant. Non, ce n'est pas possible. Oui, sauf que, sauf à avoir un texte qui prévoit effectivement que telle ou telle disposition ne va pas s'appliquer, elle continue de s'appliquer. Donc, premier élément, c'est qu'on est et on reste dans un état de droit. Et le contrat fait la loi des parties jusqu'à preuve du contraire. Alors, par rapport à ça, ce qu'on va voir par la suite, peut-être une petite remarque, c'est que bien évidemment, premier élément à regarder dans vos contrats, c'est quelle est la loi applicable au contrat. Hein. Est-ce que la loi applicable au contrat est la loi française ou est-ce que ça n'est pas la loi française? Et là, je parle plus pour les juristes. Si c'est un contrat de vente internationale de marchandises, est-ce que je suis soumis à la Convention de Vienne ou pas soumis à la Convention de Vienne? Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que là, il va falloir réagir par rapport à la réalité de nos contrats et pas par rapport à une situation générale. Quand je dis situation générale, c'est peut-être aussi parce que certains d'entre vous ont pu voir que le Premier ministre avait déclaré un état de force majeure. Bon. Mais ça vaut rien pour les contrats qui nous intéressent ici, c'est-à-dire les contrats entre entreprises. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réalité de ces contrats. Pourquoi? La déclaration d'un état de force majeure, ça permet à l'État, par exemple, de dire qu'il n'appliquera pas de pénalité à ses propres co-contractants. OK, mais si je ne suis pas co-contractant de l'État dans mon contrat, ça ne change rien. En fait, ça va être quoi? La force majeure, ça va être vraiment l'obligation pour nous d'aller chercher contrat par contrat, obligation par obligation, si effectivement je suis dans ce cas de force majeure. Et le cas de force majeure, c'est finalement un événement qui échappe à mon contrôle, que je ne pouvais pas raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat, c'était quand même un peu le cas, et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées. Attention, même si ce n'est pas le thème de notre présentation aujourd'hui, la force majeure, attention, on parle moins du Covid-19 que des mesures qui ont été prises, des mesures gouvernementales. Hein. J'espère que la plupart d'entre nous, dans cette phase-là, ne sont pas trop touchés directement par la maladie. En revanche, on est tous touchés par les mesures gouvernementales, ça c'est sûr. Voilà. Donc il y a vraiment un regard à poser, mais un regard assez précis. On l'a fait avec certains clients, on va détailler le contrat, on va regarder la loi applicable au contrat, la clause de force majeure, on va ensuite détailler les obligations en disant qu'est-ce que je peux encore exécuter, qu'est-ce que je ne peux plus exécuter. Et ce que je ne peux plus exécuter, pourquoi je ne peux plus l'exécuter? Voilà, et ça c'est important. Peut-être que je ne l'exécute plus parce que j'ai choisi de ne pas exécuter ça et d'exécuter autre chose. Et pas parce que je suis empêché de le faire. Voilà. Donc ça va vraiment être extrêmement important. Philippe, je crois que quelqu'un a levé la main, sauf si je ne m'abuse. Oui, mais j'ai vérifié, mais c'est une erreur. Ok, donc ça c'est vraiment la première question. Et là on voit déjà, hein, quand je posais la question tout à l'heure, finalement est-ce qu'on est dans une zone de non-droit? Et certains disent finalement on est un peu dans cette zone où le droit serait ralenti. Moi, je pense, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, ma paroisse, c'est l'économie qui fonctionne le mieux possible. C'est en revanche une complexité supplémentaire.
Donc, l'attention juridique, elle doit être encore plus aiguisée. Et je pense qu'on est aujourd'hui plutôt dans une zone d'hyperdroit. On a les règles habituelles, des règles exceptionnelles, des conditions exceptionnelles pour les appliquer et une situation économique générale qui est dégradée et qui est souvent le terrain de contentieux. Autrement dit, quand l'économie marche pas trop mal, ben on se concentre sur ce qu'on peut faire et on fait un peu moins de procès, si je veux le dire rapidement. Quand tout va mal, on commence à regarder là où on peut récupérer de l'argent et potentiellement à travers les procès. Donc, on est vraiment dans cette zone d'hyperdroit où on doit avoir ce sens-là aiguisé. Quand je disais complexité qui s'ajoute, il y a une autre zone de complexité, c'est que le gouvernement a pris des ordonnances le 25 mars, deux ordonnances qui peuvent vous toucher, une ordonnance qui peuvent vous toucher avec plusieurs dispositions. D'abord sur les contrats. Sur les contrats, les clauses pénales, donc les pénalités, alors il faut le dire vite parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on va dire les pénalités sont suspendues ou reportées. Voilà. Et ça, forcément, vous devez aller regarder ça pour voir exactement comment ça fonctionne pour moi, qu'est-ce qui est reporté, comment ça va se passer, comment je dois l'organiser. Ça, c'est important parce que on va être dans des situations complexes. Hier, avec Anthony et Jessica, on réfléchissait à ce sujet-là et aux différentes hypothèses possibles. Et on voit mais un nombre d'hypothèses incalculables qui vont être très compliquées à traiter, notamment à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Donc, on a cette suspension. Grosso modo, on va dire, pour le faire vite, cette suspension, elle est entre jusqu'au 25 juin, voire jusqu'au 25 juillet, ça dépend de quoi on parle. Voilà. Mais il faut aller vraiment creuser ça pour voir à cette date-là où j'en suis. Et puis par ailleurs, les clauses résolutoires, c'est-à-dire que si le contrat n'est pas exécuté, je ne peux plus y mettre fin si cette cause elle était pendant cette période de sauvegarde. Voilà, donc on a un certain nombre de dispositions. On a des dispositions sur les renouvellements des contrats, sur les contrats qui arrivaient à terme pendant cette période. Voilà, donc allez bien regarder ça parce que le gouvernement est arrivé en disant bon, bah, c'est pas grave, je vais tout geler. Mais on ne gèle pas comme ça. Hein. On ne gèle pas comme ça et c'est très compliqué. Deuxième élément que vous devez aller regarder, qui moi sort un peu de mes compétences, c'est ce qui touche, et c'était soulevé par un chef d'entreprise ce matin, Marie qui est avec nous s'en souvient, soulevé par un chef d'entreprise ce matin en disant attention parce qu'il y a également suspension de toutes les autorisations administratives, de tous les délais administratifs. Ça veut dire que, par exemple, vous aviez fait une demande pour des travaux, moi, je n'y connais pas grand-chose. Au bout d'un mois, l'administration n'a pas répondu, vous étiez couvert, vous pouviez commencer les travaux. Ben, si ce délai d'un mois, il est arrivé pendant la période, ben non, il est reporté jusqu'à, je crois, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc potentiellement jusqu'au 25 juin, 24 juin au minimum. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller regarder là-dedans, vraiment aller creuser ça parce que c'est d'une complexité juridique, j'ai envie de dire, abyssale. Hein. Quand on se met à geler les contrats avec un simple article de 5 lignes, je peux vous dire on est loin d'avoir étudié toutes les conséquences. Voilà. Donc, on a un vrai sujet autour de ça. Cette complexité augmentée. Et puis après, sur la renégociation, il existe des dispositions assez précises. La première, c'est l'imprévision. C'est une disposition qu'on a depuis peu de temps en France, en tout cas dans la loi, depuis 2016. C'est la possibilité, si j'ai rencontré un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, si ce changement de circonstances imprévisibles rend le contrat plus onéreux, j'ai la possibilité de demander à le renégocier. Plusieurs points autour de ça. Ça n'est pas un texte d'ordre public, comme la force majeure d'ailleurs. Donc, le contrat a pu l'écarter. Pour la force majeure, c'est rare. Pour l'imprévision, c'est un peu plus fréquent. Donc, je dois aller voir les dispositions de mon contrat. 3 hypothèses. Dans mon contrat, il n'y a rien. J'applique la loi. Dans mon contrat, on exclut la clause d'imprévision. Et un petit truc, on peut se demander si dans ce cas-là, Excuse-moi, pardon Nicolas, je te coupe. Pardon. Mais de temps en temps, ta parole est coupée et je pense que ça doit être lié à ta messagerie. Alors, elle est fermée. Ah, d'accord. Voilà, j'en avais une deuxième ouverte, je l'ai fermée.
D'accord. Du coup, j'en profite, puisque je t'ai interrompu brutalement, et ce n'est pas gentil de ma part, j'en profite pour rappeler à nos participants que si vous avez des questions à poser, vraiment utilisez la fonction Q&R et ne les mettez pas en commentaire. Je vois dans la partie conversation, il y a quelques personnes qui mettent des questions dans la partie conversation, mais vraiment qu'on puisse centrer toutes les questions là-dessus. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu que 2 participants avaient levé la main. Là, tu vas pouvoir m'en dire plus. Alors, il y a toujours Pascal voilà, qui maintenant l'a enlevé parce qu'on avait vérifié ensemble. Et là, il y a Laura Pérez qui a levé la main. Mais est-ce que c'est pour poser une question? Mais je préférais qu'on traite les questions par écrit quand peut-être on sera arrivé à la fin de ce que tu voulais évoquer dans ce chapitre. Ok, donc Laura, conservez la question jusque-là. Ou écrivez-la, c'est bien. Oui. Donc, effectivement, soit dans le contrat, il n'y a rien, et on applique les conditions de l'imprévision prévues par le Code civil, soit elle est exclue, et à ce moment-là, un petit truc, c'est peut-être d'aller voir si on ne pourrait pas dire que cette exclusion de l'imprévision pourrait consister en une soumission à un déséquilibre significatif. Hein. Ça dépend le rapport de force entre les parties, ça dépend comment le contrat a été négocié, mais ça pourrait être intéressant. Voilà, je me dis que des partenaires qui auraient essayé de négocier cette clause et on leur aurait refusé cette modification de circonstances imprévisibles, il y aurait peut-être en tout cas quelque chose à faire. Et puis, elle peut être arrangée. Cette clause d'imprévision, elle peut être arrangée. Alors, en quel sens? Comment elle fonctionne quand c'est le Code civil? Bon, finalement, c'est assez simple. Euh, je considère que j'ai une modification de circonstances imprévisibles qui rend pour moi le contrat plus onéreux. Je le signale à l'autre partie. On entame une renégociation et si on n'est pas d'accord, on peut demander au juge de trancher. Beaucoup de parties ont eu peur de l'intervention du juge et ont préféré écarter cette intervention du juge. Donc, aller regarder, encore une fois, pas de solution standard, mais aller regarder les contrats et voir ce qui est effectivement prévu. On a par ailleurs d'autres dispositions, alors là, un peu plus spécifiques. C'est toutes les fois que la loi a prévu des durées de contrat, c'est-à-dire qu'elle a encadré les durées de contrat. Et là, parce que vu les participants, il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce sujet-là, c'est notamment le cas dans les relations fournisseurs-distributeurs. 441.3 du Code de commerce, le contrat dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Il doit être conclu au plus tard le 1er mars de chaque année. Voilà. Et effectivement, là, on peut se dire, bah, oui, je pourrais renégocier, mais comment ça va se passer? Parce que finalement, c'est un nouveau contrat. Moi, je m'étais engagé pour 1 an. Voilà. Donc, il va falloir marier les deux. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est dans l'impossibilité de renégocier, mais effectivement, on est par rapport à cette complexité d'avoir un contrat d'une durée prévue par la loi. Et en ce qui concerne encore un petit focus spécifique sur les relations fournisseurs-distributeurs, il peut y avoir des dispositions spécifiques de 2 ordres. Dans les contrats conclus pour les produits alimentaires cette fois-ci, normalement, ces contrats doivent reprendre des indicateurs de produits agricoles. Si aujourd'hui, à travers la crise, il y a un renchérissement du prix des produits agricoles, il y a quelque chose à faire autour de cette clause d'indicateur. Attention, cette clause d'indicateur, ce n'est pas une clause d'indexation. Mais si on a dit que finalement, on avait un peu fondé son prix sur un prix du produit agricole à tel niveau, ou selon tels indicateurs, et que ces indicateurs ont varié, peut-être une bonne manière d'aller contacter cette question de la renégociation des contrats. Et puis après, on a toujours dans les relations fournisseurs-distributeurs, toujours dans l'alimentaire, mais pour certains produits visés par l'article 441.8 du Code de commerce, là, on a la possibilité, on doit intégrer dans son contrat des clauses de renégociation. Voilà. Et donc là, bien évidemment, faut faire appel à ça. Donc, on voit qu'il y a plusieurs étages. Hein. Il y a l'étage un peu général, finalement, de l'imprévision. Hein, voilà, faut aller travailler ça. Et puis après, on descend avec potentiellement des réglementations spécifiques qu'il faut aller chercher. Mais vraiment, on a un travail aujourd'hui à aller
reprendre ces contrats, regarder, hein, et une fois qu'on a fait ce petit travail sur qu'est-ce qui peut s'appliquer à moi, on va regarder dans les contrats qu'est-ce que je peux exécuter, qu'est-ce que je ne peux pas exécuter, et c'est là où on doit informer son co-contractant. Après, j'avais envie, avant de passer la parole à Philippe, de rajouter juste un point. Aucun juriste ou non-juriste d'ailleurs autour de la table, du réseau de notre webinar n'avait imaginé se retrouver dans une situation comme celle-là, notamment si les contrats ont été conclus en début d'année ou avant. Ça, c'est évident. Les contrats, ils ne sont pas forcément tout terrain et ils ne traversent pas forcément facilement cette crise. Il ne faut pas quand même oublier qu'on a une obligation générale qui est le fait d'exécuter les contrats de bonne foi. Voilà. Et à un moment, effectivement, peut-être une disposition qui était impérative, voilà, pour laquelle on a écrit que de manière impérative, le contrat devait s'exécuter comme ça, ou qu'il était essentiel. Il y a aussi l'exécution de bonne foi qui est un moment, est-ce que finalement notre vision, nos besoins n'ont pas changé par rapport à ça. Voilà. Et ça, c'est important dans ces périodes-là, bien évidemment, d'aller regarder très précisément là où on en est, comme l'a évoqué Philippe, des contrats, mais également comment on peut articuler finalement cette grande modification qu'on a eue à travers les dispositions spécifiques et à travers la bonne foi. Il y a une question qui se pose autour de et l'exception d'inexécution peut-elle être invoquée? Oui, ça c'est un mécanisme qui n'a pas sauté. Autrement dit, quelqu'un n'exécute pas son contrat et je dis, bon, vous n'avez pas exécuté votre contrat, vous deviez par exemple me livrer les produits le 30 mars, vous ne les avez pas exécutés, je romps le contrat. Ça, c'est encadré par l'ordonnance 2020-306 et cet effet-là est suspendu. En revanche, vous n'exécutez pas votre part du contrat, je n'exécute pas la mienne. Voilà. Il y avait des travaux qui devaient être réalisés le 30 mars. Il était prévu que le paiement devait intervenir le 10 avril. Les travaux n'ont pas été exécutés le 30 mars. Le paiement ne sera pas fait le 10 avril. Hein, donc, le jeu de l'exception d'inexécution n'a pas été gelé, j'ai envie de dire fort heureusement, parce qu'alors là, ça aurait ajouté de la crise à la crise. La crise Covid-19 étant imprévisible, est-il possible de renégocier? Ah zut, alors c'est bête parce que ça. Ah voilà. La crise Covid-19 étant imprévisible, est-il possible de renégocier le contrat, même si ce n'est pas inclus dans la clause? Alors, normalement, la plupart du temps, si on parle de la clause d'imprévision, elle ne vise pas d'événements particuliers. En revanche, c'est la clause de force majeure. N'oubliez pas, hein, la grande différence entre les deux, force majeure, je ne peux pas exécuter le contrat. Et j'écris, je ne peux pas l'exécuter. Alors, le contrat ou certaines obligations. Donc, il n'y a pas de renégociation. Je ne peux pas l'exécuter. Voilà. Après que les parties décident de se remettre ensemble sur telle obligation en disant « Ok, j'ai bien compris, vous ne pouviez pas l'exécuter. Est-ce que vous pouvez faire autre chose à la place ?» On fait un avenant au contrat, pourquoi pas. La clause d'imprévision, c'est je peux encore l'exécuter. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup plus coûteux. La loi dit onéreux pour moi. Voilà. Et on voit bien qu'on parle de deux choses très différentes. Je ne peux pas livrer les produits comme j'avais prévu de vous les livrer le 15 avril. Je ne peux pas prendre réception des produits comme je l'avais prévu le 20 avril. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, le prix des produits que je vais vous vendre, il y a une question autour du prix des produits parce qu'aujourd'hui, mes conditions de fabrication sont beaucoup plus onéreuses et je souhaite renégocier le contrat sur cette base-là. Voilà. Donc, ayez bien en tête les deux éléments. J'espère avoir répondu à la question d'Éric. Il y avait une question de Séverine. Lorsque ce n'est pas dans le contrat, est-ce que nos CGV sont prioritaires? Bon. Alors ça, c'est la question qu'on se posait déjà avant la crise. Hein. Et la crise n'a pas amélioré notre capacité de répondre à ça. On peut considérer quand même qu'aujourd'hui, il y a une tendance assez forte des tribunaux à considérer que ce qui vaut contrat, c'est bien ce qui a été accepté par les deux parties. Les conditions générales de vente peuvent être utiles pour mettre en exergue éventuellement un déséquilibre. Voilà. Mais dire, bah voilà, c'est pas dans notre contrat, c'est dans nos CGV. Bon, il y a des personnes qui le soutiennent. Franchement, quand on voit les derniers avis de la CEPC, je pense que c'est des choses qu'on peut difficilement dire.
En revanche, imaginons un contrat qui a écarté l'imprévision, alors que les CGV avaient proposé l'imprévision, que ce contrat il n'a pas pu être négocié. Là, à ce moment-là, moi, j'aurais tendance à dire, je dirais, écoutez, moi, j'avais prévu une clause d'imprévision. La preuve que c'était utile vu la situation dans laquelle on se retrouve, hein, parce que personne ne l'avait envisagé. Je ne pense même pas vous quand vous avez écarté la clause d'imprévision dans votre contrat. Moi, je considère que le fait de l'avoir écarté peut être un déséquilibre significatif. Voilà. Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Non, juste sur cette question du poids des CGV une fois qu'on a signé le contrat, on est tout à fait d'accord avec Nicolas sur ce point-là. Par contre, on est dans une situation un peu exceptionnelle et je pense que dans le cadre de la renégociation, le fait de relire ces conditions générales de vente et de vérifier finalement a posteriori ce qui a été véritablement traité de nos CGV qui sont le socle de la négociation et finalement de ce qui reste de nos CGV dans les contrats et de voir par différence, ça peut être intéressant parce que sur des éléments de renégociation, ça peut aussi prouver votre bonne foi. Voilà. Peu importe les points, parce que très souvent, j'allais dire, les fournisseurs eux-mêmes écartent des clauses qu'ils ont dans leur CGV qu'ils ne jugent pas importantes au moment des négociations des accords commerciaux et qui, là, pour le coup, peuvent se trouver extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, juste pour dire, écoutez, effectivement, là, on a une part de responsabilité. On n'a pas traité ce sujet dans la négociation, même si on l'avait écarté du contrat. Mais de bonne foi, on voit bien que c'est quand même un sujet qui nous importe et voilà comment on aimerait, nous, renégocier cette clause. Ça me paraît quand même assez intéressant. Donc, relisez vos CGV quand même. Alors, deux questions auxquelles je vais répondre. Celle d'Hervé qui pose la question, le cas de force majeure peut-il impliquer que l'on puisse être amené à payer un service qui n'a pu être réalisé, ça y est, elle disparaît au fur et à mesure, qui n'a pu être réalisé pour cause de force majeure. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'exception d'inexécution. Alors, c'est vrai, Hervé, c'est très juridique, mais l'exception d'inexécution, c'est vous n'avez pas exécuté votre part, j'exécute pas la mienne. Eh bien, même si c'est face à un cas de force majeure, bien évidemment, si notre client, par exemple, je pense que c'est ton cas, ne peut pas exécuter son service par un cas de force majeure, on ne peut pas le poursuivre, il ne pouvait pas le faire et il ne l'a pas fait. En revanche, il ne peut pas me demander de le payer. Okay, peut-être une question aussi, parce que c'est une question qui est souvent revenue. Bonjour, et c'est un spectateur anonyme. Bonjour, un spectateur anonyme. Concernant la force majeure, quelle serait selon vous la date butoir nous empêchant de nous en prévaloir? Le 30 janvier 2020, déclaration de l'OMS, ou le 12 mars, première allocation du président de la République. Pour moi, il n'y en a pas. Ce que je vais regarder, c'est quelle est la situation qui pouvait être imprévisible qui m'a empêché d'exécuter le contrat. Franchement, la déclaration de l'OMS, si je suis effectivement touché uniquement par la maladie, on peut considérer que c'est le cas. En revanche, si je suis touché par les mesures gouvernementales, franchement, la déclaration de l'OMS, je ne sais pas qui, on pourrait retrouver les articles à l'époque, qui expliquait que le 12 mars, on nous annoncerait qu'on va fermer les écoles et qu'ensuite, on allait peu ou prou fermer une partie de la France. Et vraiment, j'irai regarder quel est l'événement qui m'a empêché d'exécuter. Ça peut être par exemple une restriction, la fermeture d'une autoroute. Enfin, ça peut vraiment être tout type de disposition. La SNCF qui ferme un tronçon et sur lequel mes salariés, j'en ai 60% qui l'utilisent. Voilà. C'est ça qu'on va aller regarder parce qu'on va aller regarder ce qui était imprévisible pour moi. Ce qui m'arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui était imprévisible? Quel était l'événement qui était imprévisible? Et je pense qu'il faut vraiment retravailler ça. C'est pour ça que je ne crois pas à une vision standard. On peut revenir sur peut-être dans les premières questions, hein, chronologiquement, il y avait un spectateur anonyme, ils sont nombreux, qui a posé la question quel sera l'impact sur les RFA ou conditions conditionnelles liées à l'atteinte d'un volume sur l'année que la crise nous empêche d'atteindre. Une question assez générale, mais qui est importante. Ça fait partie du constat qu'on vous propose ou du bilan, ou des bilans qu'on vous propose de réaliser et de partager avec vos partenaires. C'est-à-dire quels vont être les impacts de la situation actuelle et puis de la situation à venir, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est le cas de le dire,
sur, votre vision initiale et que vous avez formalisé à travers les contrats, de la manière dont allait se dérouler et des résultats, allait se dérouler votre courant d'affaires avec vos partenaires et des résultats que vous pensiez obtenir, ces impacts-là seront forcément à mesurer, à partager avec vos partenaires et feront l'objet, on va le voir tout à l'heure, là, donc des stratégies de négociation que vous allez devoir mettre en œuvre. Voilà. On a une Et là, question, vas-y. si je peux me permettre, soit effectivement on a une clause d'imprévision et on dit, ou alors on n'a rien prévu et on dit faut qu'on renégocie par exemple les seuils qu'on avait fixés, pourquoi pas prorata temporis, et on peut d'ores et déjà en informer son partenaire. Encore une fois, si le contrat a écarté l'imprévision, à voir dans quelle situation on est, mais en tout cas que la petite lumière des équilibres significatifs s'allume et à voir si c'est intéressant pour nous de nous en servir. Exactement, et c'est un point important parce que je ne voudrais pas non plus qu'on donne l'impression finalement que finalement on regarde nos contrats, si on a cette clause d'imprévision bien formulée, ah super, on est sorti de l'auberge, et si on ne l'a pas, on est dans la merde et on va mourir. Hein, donc je pense que c'est assez important qu'on ait bien en tête que le cadre juridique, en tout cas tel que nous on le conçoit et tel qu'il peut s'interpréter, hein, on est d'accord avec ça, le cadre juridique, c'est un outil d'arbitrage. C'est ce qu'on appelle en matière de stratégie de négociation intégrative un critère externe de légitimité. C'est-à-dire que c'est un outil que vous devez maîtriser, connaître, pour pouvoir l'utiliser à bon escient comme un élément d'arbitrage et de médiation au cours d'une négociation. Voilà. Donc, connaissez cet outil, regardez un peu comment il évolue, voilà, comment on peut l'interpréter et comment vous pouvez partager cette interprétation avec vos partenaires. Mais ce n'est pas une arme absolue, ni dans un cas ni dans l'autre. C'est vraiment quelque chose qui nous permet finalement de regarder ensemble, tiens, que dit la loi sur ce sujet-là, si elle dit quelque chose, comment on comprend ce qu'elle pourrait dire. Voilà. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on entend l'utilisation du cadre juridique. Et c'est pour ça que dans nos interventions, très souvent, pour ça d'ailleurs qu'on intervient ensemble, et c'est pour ça que dans nos interventions, très souvent, nous, on met autour de la table les services juridiques lorsque les entreprises en disposent, les services commerciaux, les services logistiques, enfin bref, tous ceux qui sont en relation avec le client, de façon à vraiment travailler de façon transverse. Hein. C'est extrêmement important. Donc voilà, on va aborder le dernier chapitre. Finalement, on a partagé ensemble le fait qu'il il nous paraissait important maintenant, là, dans cette période que nous approchons, de faire un bilan finalement après la période d'urgence passée, de faire un bilan de là où on en est, faire des bilans de là où on en est, et puis de partager ces bilans avec nos partenaires commerciaux. Peut-être se pencher sur les contrats, bien sûr, sur nos contrats, sur la formalisation de nos accords, parce qu'au dehors du contrat, encore une fois, il y a aussi tous les courriels que nous avons échangés lors des négociations, et qui souvent définissent les conditions d'application de certaines clauses des contrats, la manière dont on va les mettre en œuvre, voilà, et toujours de bonne foi, ça c'est vraiment important. Et donc, regardez un peu où en est notre outil, notre support juridique, nos modalités d'arbitrage, comment on peut l'interpréter et le comprendre. Et du coup, pour être en capacité de définir quelle stratégie de renégociation mettre en œuvre avec chacun des partenaires. C'est vraiment, il n'y a pas à y avoir une recette, c'est vraiment quelle stratégie mettre en œuvre et est-ce qu'il y a des renégociations à proposer. Et bien entendu, comme toujours, plus on va partager avec nos partenaires la volonté que l'on peut avoir et qu'ils peuvent avoir eux-mêmes d'ailleurs, de revoir ensemble et côte à côte, non pas face à face, mais côte à côte, les conditions d'application des contrats que nous avons signés. Plus on va partager avec eux notre volonté de le faire, mais de le faire de manière positive, constructive, et plus ça sera facile. Donc, pour le faire de manière positive et constructive, je crois que plus que jamais, la période que nous connaissons devrait vous inciter à mettre en œuvre des stratégies de négociation dites intégratives. Alors, je vais vous en dire juste deux, trois petits mots. En fait, les négociations intégratives, les stratégies de négociation intégratives, elles se caractérisent par trois petites choses très importantes. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'équilibre du pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les partenaires commerciaux ou sociaux, la négociation sociale répond aux mêmes enjeux et aux mêmes principes, soient très vigilants à être dans l'équilibre des pouvoirs. Et le pouvoir, ce n'est pas la puissance. C'est-à-dire que moi, je peux être tout petit, avoir une puissance, mon entreprise peut avoir une puissance très faible, faire quelques millions d'euros,
pourtant avoir beaucoup de pouvoir dans la négociation. Et pour ceux que ça intéressera de développer, on aura sans doute l'occasion d'échanger plus tard. Voilà. Et c'est vraiment une notion d'équilibre du pouvoir, parce que si on n'a pas cet équilibre du pouvoir, il est impossible de négocier avec suffisamment d'ouverture et suffisamment de transparence pour bien comprendre et bien faire comprendre finalement quels sont nos intérêts à nous dans notre organisation, dans cette négociation, et aussi découvrir et bien comprendre quels sont les intérêts de l'autre partie. Voilà. Et dans la négociation intégrative, on a besoin de ça, de comprendre les intérêts qu'on a et pas juste se contenter des positions affichées. Pas dire, ah, de toute façon, nous, il nous faut gagner X%, ou de toute façon, il faut, nous, on se débrouille comme on veut, mais il faut qu'on maintienne notre taux de marge. Ben non, ça, c'est une position affichée. C'est sans doute un objectif, mais en aucun cas, ça ne peut constituer un support de négociation. On ira chercher pourquoi éventuellement il y a ce besoin de soutenir ce niveau de marge. Et ce n'est pas évident pour chacun. Voilà. Donc, on va aller chercher ces intérêts et on va pouvoir le faire grâce à cet équilibre de pouvoir. Le deuxième point clé, c'est ce qu'on appelle le climat de confiance dans la relation. Et le climat de confiance dans la relation, il est constitué par une vraie transparence, vraiment une honnêteté, une ouverture, une authenticité. Être capable de dire ce qu'on veut, de le dire franchement, de dire ce qu'on ne veut pas, pourquoi on ne le veut pas, dire ce qu'on aimerait pouvoir obtenir ou pas, c'est ce qu'on est capable de faire, ouvrir à l'autre les difficultés qu'on rencontre dans notre organisation et pourquoi pas l'inciter à nous aider à les résoudre, ces difficultés, pas simplement avec les moyens dont il dispose lui, mais peut-être avec ses idées, sa créativité et sa connaissance de l'autre. Je vous ai dit que j'ai travaillé pendant quelques années chez Carrefour. Je me suis occupé notamment des produits à marque Carrefour. Et un des grands leviers pour moi de négociation, c'était d'accompagner les fournisseurs de Carrefour à l'époque dans l'optimisation de leur fonctionnement et de leur organisation. Ça faisait partie de mes métiers. Donc, je ne donnais rien d'autre que de la compétence. Mais en aidant les fournisseurs de l'entreprise à améliorer leur fonctionnement, eh bien forcément, je permettais à l'enseigne d'obtenir de la part de ses fournisseurs potentiellement des avantages que d'autres concurrents n'auraient pas. Donc, ce partenariat qu'on peut construire avec nos clients et nos fournisseurs, c'est la même chose quand on est industriel vers ses fournisseurs, c'est un partenariat important et le climat de confiance qu'on est capable de construire, eh ben, c'est essentiel dans la relation. Et le troisième point, c'est l'utilisation de critères externes de légitimité, donc de processus, d'outils, d'éléments d'arbitrage. Donc, on a vu que le cadre réglementaire en est un. Le cadre réglementaire ne s'use que si l'on s'en sert. C'est-à-dire, si vous négociez, si vous contractualisez, si vous renégociez sans connaître suffisamment le cadre réglementaire, et il ne faut pas être juriste ou avocat pour connaître suffisamment le cadre réglementaire, un compte clé, un négociateur, peu importe, un acheteur doit connaître suffisamment le cadre réglementaire, comme un chauffeur de poids lourd doit connaître le code de la route, doit au moins connaître le cadre réglementaire. Et puis, il suffit de le connaître suffisamment pour pouvoir le mettre en jeu dans la relation. Et puis, il y a d'autres organismes de médiation. Le médiateur de la République en est un, la CEPC, les avis de la CEPC en sont d'autres. Tout ça, c'est autour du cadre réglementaire. Donc, utilisez ces éléments-là. Ces trois éléments sont vitaux parce que ces trois éléments vont vous permettre de changer le paradigme de la relation avec vos partenaires. Et c'est une occasion formidable. Moi, j'ai une vision assez utopiste et optimiste de la relation client-fournisseur. Je pense que parmi les côtés bénéfiques de cette crise, qui est horrible sous plein de domaines, mais s'il y a un côté qui peut être bénéfique, c'est de changer la relation client-fournisseur. Franchement. Parce que ça fait des années qu'avec Nicolas, on se bat sur ce changement de paradigme. On le voit avec les clients avec lesquels on travaille, qu'ils soient du côté de la distribution, du côté de l'industrie ou qu'ils soient fournisseurs, peu importe. Quand on a eu le temps de partager avec eux, ils commencent à changer un petit peu leur mode relationnel avec leurs clients et leurs fournisseurs, les bénéfices qu'ils recueillent à chaque fois. On est trop habitué dans notre pays à avoir des stratégies de négociation distributives, donc de l'opposition de la force à la force, du pouvoir sur le pouvoir. Ça ne mène à rien qu'à la destruction de valeur. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de profiter de ces éléments-là. Donc, c'est vraiment notre souhait, quand vous allez imaginer vos stratégies de négociation, repensez votre façon de négocier avec vos fournisseurs et avec vos clients. Et commencez par les fournisseurs, juste pour voir. Vous allez voir comment ça change les choses. Ça va être assez intéressant et commencez par les plus faibles, ceux qui sont les plus petits,
ceux qui n'ont pas la puissance dans la négociation ou qui n'ont pas le pouvoir. Voilà. Vous allez voir comme c'est intéressant de pouvoir aider un plus petit que vous dans une relation de négociation à vous accompagner dans une réflexion sur comment on va renégocier notre courant d'affaires. Et n'oubliez jamais, quand vous allez repenser à vos stratégies, ne vous laissez pas emporter par l'urgence de la situation et par le court terme. Parce que n'oubliez jamais que c'est ensemble qu'on doit reconstruire un système économique. Reconstruire, ce n'est pas faire à l'identique. C'est faire différemment et mieux. C'est une occasion de créer de la valeur ajoutée. Et vous avez besoin de tous vos partenaires, même les plus petits, pour reconstruire ça. Reconstruire un système qui sera plus viable et dans la durée. Donc moi, je fais le pari, et nous faisons le pari avec Nicolas, que dans les acteurs de l'économie qui vont renégocier leur courant d'affaires, ceux qui vont renégocier de manière la plus intelligente, donc plutôt avec des stratégies intégratives, seront ceux qui seront gagnants dans la durée. Ceux qui vont essayer de récupérer à court terme des gains, des pertes, enfin, peu importe, qu'ils pensent pouvoir récupérer à court terme en mettant la pression, vont avoir d'énormes difficultés à moyen et long terme. D'énormes difficultés. Sans compter les difficultés qu'ils pourraient avoir à court terme, ne serait-ce que parce qu'ils pourraient être, par exemple, dans une tentative de soumission à un déséquilibre significatif. N'oublions pas que le cadre réglementaire que l'on connaît reste valable sur l'ensemble des relations, y compris dans les cas de renégociation. Donc, une objection qui consisterait à dire pour un partenaire, non, non, écoutez, je suis désolé, nous, on a signé un contrat, Covid ou pas Covid, j'ai rien à foutre, on ne change rien, est-ce que vous me devez, vous me le devez, ça va être très, très difficilement tenable. C'est juste carrément intenable. Voilà. Et puis voilà, Nicolas. Oui, alors je voulais peut-être rajouter, là j'étais en train d'essayer, je répondais en direct à quelques questions. Je pense qu'effectivement, il y a un élément dans cette crise, juste pour souligner ce que tu disais, c'était vraiment cette question de découverte de l'interdépendance. Vraiment l'interdépendance des acteurs. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin des uns des autres et c'est sans doute ce qui va pouvoir ressortir à l'avenir. C'est Laura qui, parce que je l'ai effectivement pas précisé, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance 2020-306, elle a été modifiée par Journal officiel aujourd'hui. Alors, c'est toujours l'ordonnance 2020-306, mais si vous avez l'ancienne version, allez voir la nouvelle version au Journal officiel d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le but c'était de simplifier, en tout cas, si ça l'était, c'est raté. Il y a une question, qu'est-ce qui peut rendre l'exécution d'un contrat beaucoup plus onéreuse dans un contrat de prestation intellectuelle? Alors, je vais vous dire, je réponds comme ça à Sandra. Déjà, si on se pose la question, si on est soi-même le prestataire, bah, sans doute rien. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, il y a, voilà, peut-être un peu difficile, mais plus onéreux pour des systèmes, par exemple, qui pourraient fonctionner complètement à distance, bah, pas vraiment. Donc, j'ai envie de dire, vraiment, il faut regarder contrat par contrat. Est-ce que mon exécution est aujourd'hui plus onéreuse ou pas? Ça peut être, par exemple, que avant j'avais la capacité de travailler à très haute intensité. Je ne sais pas de quel contrat il s'agit. À très haute intensité. Et aujourd'hui, je travaille avec des intensités parce que les gens travaillent à distance beaucoup plus faibles. Et donc, il me faut beaucoup plus de temps pour réaliser la prestation d'hier. Ben voilà, très bien, un cas pour un contrat informatique. Mais il y a tout un tas de choses. D'ailleurs, j'en profite pour le dire aux clients qui sont à ce webinaire. Je n'ai pas augmenté mes tarifs. Là, je suis chez moi. Enfin, vous voyez, on a un peu de verdure avec Philippe. Il y a quand même un certain nombre de prestations qui n'ont pas subi de surcoût lié à cette opération. Il faut faire très attention aussi à cette relation client. J'ai vu par exemple des clients qui m'ont ramené que certains de leurs prestataires avaient par exemple augmenté leur abonnement. On a un abonnement, on a un contrat depuis 2 ans, voilà, et puis tout d'un coup, dernière facture qui vient d'arriver, la fin mars, elle a augmenté. Alors, on interroge le prestataire en disant qu'est-ce qui se passe? Bah oui, vous comprenez, avec le Covid. Ah bah non. Ah non, je ne comprends pas, moi. Ah non, je ne comprends pas, il va falloir m'expliquer, il va falloir bien me l'expliquer, parce qu'autant je suis prévenu à l'avance, on me dit j'ai des difficultés, comment on peut faire, etc. OK. Si en revanche, c'est pour glisser comme ça, paf, une petite augmentation de tarif, ça peut être un peu compliqué. Pour ceux qui connaissent bien ce sujet-là, ils savent que du côté du transport, effectivement, ça a été un sujet
pour le moins délicat. Euh, euh, je vois certaines enseignes ont suspendu d'elles-mêmes les pénalités. Ben oui, très bien. Alors déjà, la loi y invite, mais je pense qu'on peut aller au-delà de la loi. On peut peut-être se concentrer sur ce qui fait l'intérêt et la force de notre relation. Hein. C'est des clients, des produits, hein, et c'est voilà, et c'est une bonne relation. La pénalité ne traite que de la mauvaise exécution des contrats. Donc c'est aussi un certain nombre d'acteurs majeurs décider de payer plus rapidement leurs fournisseurs les plus fragiles. Alors que par ailleurs, on en a vu d'autres qui ont arrêté toute forme de paiement. Eh ben, Exactement. Il y a aussi voilà, une question de Lorraine qui dit dans quelle mesure et quelles conditions les fournisseurs ayant mis en œuvre des moyens exceptionnels pour tenir l'activité peuvent se retourner vers nous, leurs clients, pour prendre en charge tout ou partie de ces moyens. Je veux dire, c'est la même question. C'est pour ça qu'on est tous dans la même, dans la même galère, si c'est le cas de dire. Et c'est pour ça que c'est important que vous preniez. Enfin, je pense que tout le monde a pris conscience à quel point on est dans une relation systémique, hein, dans un monde économique qui se tient. Et du coup, c'est important de vraiment remettre carte sur table avec nos partenaires, clients, fournisseurs, partenaires financiers, logisticiens, pour vraiment examiner ensemble la situation et pouvoir être en capacité à reconstruire ensemble, donc, bien sûr en défendant et en exprimant ses intérêts, mais en écoutant aussi les intérêts des autres parties prenantes dans un business model qui est à reconstruire. Donc c'est vraiment ça qui nous paraît important, que vous ayez cette capacité à avoir cette largeur de vue et sur le long terme, parce que la manière dont vous allez reconstruire ce business model va vous changer les relations avec vos partenaires sur le long terme. Donc je sais que c'est compliqué ce qu'on dit, mais ne soyez pas trop centré sur le court terme et sur l'urgence, même s'il faut y répondre, vous êtes bien d'accord. Regardons un peu plus loin et regardons un peu plus loin comment on peut reconstruire de manière intelligente ce business model et recréer de la valeur ensemble, sans violence. Et n'oubliez pas que parmi les ressources dont vous disposez, c'est vraiment, vraiment l'ensemble de vos collaborateurs et des collaborateurs de vos partenaires. Et il y a une attention particulière sur vos ressources humaines, y compris maintenant. Hein. C'est vraiment un point extrêmement important. Philippe, je vais me permettre peut-être de prendre une dernière question et puis bon, on va couper, je pense que tout le monde a des horaires contraints. Une question de Jean Daniel à propos de l'imprévision. Doit-on rajouter un paragraphe spécifique sur nos CGV 2021 où cet état de fait s'applique-t-il seul sans avoir besoin de préciser le contenu? Bon. Moi, je vais répondre plus largement à ta question, Jean-Daniel. Je pense que de toute façon, on a besoin de retravailler l'ensemble de la manière dont on conçoit la relation. Carrément. On a besoin, par exemple, de réfléchir à sa politique commerciale. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui auront une politique commerciale ou une politique d'achat qui sera identique pour 2021 de ce qu'il était en 2020. Et nous, on pense qu'il faut le faire parallèlement. Il faut aujourd'hui, même si on n'a pas toutes les réponses, se poser les questions, mobiliser les énergies autour de certaines énergies, en tout cas, en train de dire qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, comment on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on propose. Et franchement, ceux qui auront des conditions générales de vente qui seront identiques, ou même ceux qui auront des contrats d'achat qui seront identiques, des contrats avec leurs partenaires qui seront exactement identiques à l'année dernière, c'est-à-dire l'année qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je trouverais ça assez étonnant. Oui, je pense qu'on va apprendre plein de choses de la manière de travailler. Voilà, si on parle des produits de grande consommation, la consommation, elle est bousculée, on va avoir des consommateurs qui sont bousculés, et donc on doit se poser des questions. Bien évidemment, on pourra à travers toute cette réflexion se dire, sur l'imprévision, dans mes conditions générales de vente, je me dis que cette crise, elle est peut-être malheureusement annonciatrice d'autres crises. Il faut peut-être que je mette un focus particulier, mais peut-être aussi qu'on se dira, mais tiens, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas écrire à un moment donné en disant voilà ce qui va se passer l'année prochaine. Peut-être qu'on est obligé d'être beaucoup plus humble aussi en disant faudra qu'on adapte. Il faut peut-être qu'on se prévoit des rendez-vous réguliers. Où en est le business? Comment on peut l'adapter? Comment on peut faire? Donc je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion sur le redémarrage et ce travail de réflexion, il ne se fera pas au moment du redémarrage. Je pense qu'il doit être préparé dès maintenant sur ce travail, encore une fois, au-delà de la politique commerciale, quelle relation avec quel client pour quoi faire demain en fait. Hein. Et ça, on pense voilà, quel client et quel partenaire. Hein. On n'oublie pas non plus nos fournisseurs. Merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré.
on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Bien sûr, vous avez la possibilité de nous rappeler plus tard pour en discuter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On était ravis de partager ce temps-là avec vous, que vous avez été très nombreux à répondre et que ça nous fait chaud au cœur. Voilà, puis on espère que ça a pu apporter quelques éclairages pour vous. Voilà, et ça a été en tout cas un plaisir. On ne vous a pas vu, vous nous avez vu. Vous avez vu, c'est un golfe derrière, c'est quoi? C'est l'Irlande, Philippe? Eh oui. Voilà. Philippe est un Irlandais, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est le cas. Bonne continuation à tous et puis au plaisir de vous retrouver un moment ou un autre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.